Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, ces marchés financiers et cette actualité, ce qui est bien, c'est qu'on s'ennuie jamais avec Donald Trump. Quand Certes. ce n'est plus le bras de fer avec la Chine, c'est le bras de fer avec l'Iran qui prend le relais. Oui, tout à fait. On l'avait complètement oublié en fait, le Moyen-Orient sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, en 2019, on n'a parlé que du bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Le bras de fer commercial, alors qui s'est soldé par un début d'accord, on pourrait dire, une phase 1 comme... Qui s'est soldé par un accord, un véritable accord en fait, de phase 1. Donc il y aura certainement une phase 2, mais à mon avis, elle n'interviendra pas en 2020. Parce qu'il Ils y a vont des laisser ça de élections. côté. Il y a les élections dans 10 mois. La Chine ralentit. Ils ne vont pas vouloir mettre de l'huile sur le feu. Donc aucun des deux acteurs a intérêt à lancer la phase 2 cette année. Donc on est tranquille pour le 2020. Alors ce qui est quand même assez drôle dans cette affaire, c'est qu'on a parlé de ça pendant 2 ans, depuis janvier 2018 à la fin de 2019. Et le jour où ils ont signé cet accord, le 15 janvier, sur les marchés, calme plat. Il ne s'est rien passé, ça n'a pas monté, ça n'a pas baissé. En fait, les marchés avaient tellement monté en 2019 que tout ça a été intégré, les bonnes nouvelles. L'accord a déjà été intégré dans les cours de 2019, ils sont déjà dans les cours, il n'y a plus rien à attendre de cet accord pour l'instant. Bon, donc c'est pas ça le relais, mais il y a un autre facteur d'inquiétude, et ça nous amène au pétrole, c'est ces nouvelles tensions, et notamment autour de l'Iran. Oui, même si c'est calmé là, ces derniers jours, on a vu effectivement donc, que le risque géopolitique s'est déplacé au Moyen-Orient, entre les États-Unis et la Chine. Alors, les tensions existent depuis 40 ans, vous allez me dire, hein, depuis la révolution de 78, donc c'est quand même pas tout neuf. Plus récemment, les tensions quand même se sont ravivées pour moi depuis 2018, là encore, depuis que Trump a décidé de sortir de l'accord de Vienne de 2015. Donc, à partir de ce moment-là, il a remis en place un embargo sur l'Iran et donc les tensions entre les deux pays sont devenues de plus en plus vives. Ce que vous dites, c'est que c'était un peu inéluctable et que les deux bateaux étaient il y avait un risque de collision fort. Voilà, il y avait un risque de collision assez fort. Il y a eu une collision donc en tout début janvier avec Réel, oui. la neutralisation du général Soleimani à Bagdad, du général donc, iranien, avec une réaction finalement assez mesurée de la part de l'Iran. Mais ce qu'on a vu sur les marchés, c'est ça qui nous intéresse, la conséquence sur les marchés financiers, donc sur le patrimoine de nos clients, c'est quand même une hausse assez forte du pétrole à ce moment-là. Alors, elle n'a pas été finalement très, très longue, très durable, cette hausse. Le pétrole est redescendu parce qu'aujourd'hui, avec un petit peu de recul, on se rend compte qu'il n'y a pas d'escalade de la violence. Mais c'est un dossier qui a surveillé. Parce que finalement, on se rend compte que personne n'a un intérêt à ce qu'il y ait un conflit armé entre les deux pays, entre l'Iran et les États-Unis. Certainement pas Trump, qui est encore une fois dans 10 mois devant les électeurs américains. L'Iran qui connaît d'énormes difficultés économiques et sociales, mais à tout moment, ça peut s'embraser et à tout moment, ça peut créer de nouveau de la volatilité sur les marchés. Alors, est-ce que ça pourrait être le grain de sable, pour reprendre votre expression, ce pétrole qui fait dérailler les marchés financiers? Alors, on a vu, donc, il y a eu un impact fort sur le pétrole. Maintenant, le risque majeur, il n'est pas tellement sur la production de pétrole de l'Iran, qui a beaucoup baissé depuis 2018. Et qui avait depuis été l'embargo. Compensé par le pétrole américain, le gaz de schiste. Tout à fait. Donc, on ne l'a pratiquement pas vu sur le prix du baril. Parce que finalement, les Américains compensent la baisse de production, donc pas d'impact sur le Donc prix. les Iraniens n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce bras de fer. Alors, il y en a un, ils menacent systématiquement en cas de conflit de bloquer le détroit d'Ormuz. Eh oui. Il faut savoir, pour donner quelques chiffres, pour que vous puissiez réaliser les enjeux du détroit d'Ormuz, 20% de la production de pétrole passe par le détroit d'Ormuz. Vous savez qu'il y a entre l'Iran et les Émirats arabes unis. S'ils bloquaient le détroit d'Ormuz, effectivement, on pense que le prix du baril exploserait. Il pourrait doubler, repasser au-dessus des 100 $, peut-être atteindre 120, 150 $ le baril. Et on a déjà connu des crises de ce style par le passé. Est-ce qu'il y aurait les mêmes conséquences? Est-ce que l'économie mondiale, pour le dire autrement, est toujours aussi pétro-dépendante? Alors probablement moins que
lors du choc pétrolier de, vous pensez peut-être à 73, 74, 78, ça c'est évident, même moins qu'il y a une dizaine d'années. En 2008, le pétrole était plus de 100 $. On est encore moins dépendant qu'on ne l'était il y a une dizaine d'années. Mais ça nous ferait mal s'il il augmentait très rapidement, s'il y avait une crise aiguë à un moment donné qui provoquerait une hausse du pétrole très rapide, ça nous ferait mal à court terme. Maintenant, sur le moyen terme, je pense qu'effectivement, on a les moyens de gérer une telle crise et une hausse du pétrole. Il y a plusieurs moyens. D'abord, la production de pétrole. On voit que les États-Unis ont pu augmenter leur production de pétrole. Et c'est vrai aussi des autres pays membres de l'OPEP, notamment, je pense à l'Arabie Saoudite, à la Russie. L'Arabie Saoudite a certainement les moyens d'augmenter massivement la production de pétrole s'il y avait besoin. Et donc, par ce biais, en augmentant l'offre, on ferait baisser les prix du pétrole. Donc on peut juguler les prix du pétrole, ce qu'on ne faisait pas avant. Il y a beaucoup plus d'entente finalement entre les pays producteurs qu'il n'y avait d'entente lors des précédentes crises pétrolières. À part le pétrole, est-ce qu'il y a d'autres facteurs d'inquiétude ou au contraire de réassurance pour ces marchés financiers? Alors, je vais commencer par les aspects un peu négatifs, les points d'inquiétude ou d'attention, on va dire, sur les marchés financiers. Ça concerne les États-Unis. On dit que les entreprises sont très endettées aujourd'hui aux États-Unis. Alors, pourquoi ça ne se voit pas sur les marchés financiers? Parce que les marchés financiers sont au plus haut. Ça a l'air d'être un non-sujet. Parce qu'en même temps que les entreprises sont très endettées, elles ont également un taux de marge qui est le plus élevé qu'on n'a jamais connu. Et donc, elles ont la capacité à rembourser leurs dettes. La Fed a baissé ses taux l'année dernière, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais s'il y avait un grain de sable, comme le pétrole par exemple, s'il y a une crise qui ferait baisser les marges, alors là, attention, ça pourrait avoir un impact important pour les marchés. Certains disent qu'il faut surveiller l'endettement des étudiants. Ce sont les prêts étudiants qui pourraient être le nouveau subprime américain. Mais bon, c'est un autre sujet, on n'aurait pas le temps de l'ouvrir. Je pense que l'endettement des entreprises est plus préoccupant que l'endettement des étudiants. Qui sont quand même des grosses masses. Qu'est-ce que font vos clients? Est-ce que finalement ils n'attendent pas aussi un peu un trou d'air, une crise sur les marchés financiers, je ne sais pas, une baisse de 10-20% pour revenir? Parce que c'est toujours un peu l'angoisse de se dire, tiens, si j'investis à ces niveaux actuels, est-ce que je ne prends pas le risque de rentrer dans le marché au plus haut? Donc effectivement, aujourd'hui, nous on conseille de ne pas s'exposer à 100% des portefeuilles sur des marchés actions risqués. Les marchés sont quand même relativement hauts. On constate malgré tout que sur les marchés actions, ça revêt beaucoup de choses, beaucoup de zones géographiques, beaucoup de secteurs. Et donc, il y a moyen de choisir des actifs qui ont un potentiel de hausse. Nous, on en voit deux. En fait, en Europe, il y a des secteurs type les cycliques qui ont un potentiel de hausse qui est assez important. Elles sont aujourd'hui encore sous-valorisées. Il y a quand même une reprise de la croissance. Le FMI l'a indiqué encore hier, même si elle est un peu plus faible que ce qu'on pensait. Il y a une reprise de la croissance. Oui, ça pose la question du cycle, hein, d'ailleurs, parce que cette fin de cycle qu'on annonce depuis une dizaine d'années, on ne la voit toujours pas venir. On ne la voit pas venir. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est une réaccélération du cycle, hein, et l'Europe en profite. Et puis également les émergents. Et ça, c'est l'accord entre la Chine et les États-Unis qui va profiter aux émergents, à l'Asie en particulier, à la Chine et l'Asie hors Chine, hors Japon. Et ça, on conseille d'aller sur ces marchés-là parce qu'il y a un potentiel de hausse qui est important. Bon, si je résume, on pourrait dire oui, il ne faut pas être absent des marchés financiers, mais avec discernement et bien choisir ses poches, soit sectorielles, soit géographiques. Exactement, c'est un bon résumé. Bon, merci beaucoup Jonathan, et on se retrouve dans un mois pour faire un nouveau point sur les marchés financiers. Tout de suite, on va s'intéresser au placement immobilier au sein de l'assurance vie.